grand niveau. Alors, monsieur le ministre, on va peut-être faire un peu plus précis. La question, un élève qui va à l'école, il ne doit pas débourser pour s'inscrire. Non. L'ES, ce sont des cotisations APE, ce qui est connu. Et ça vient du parent. C'est une dépense. Il y a aussi ce qu'on constate dans certains établissements, sinon la plupart, il y a aussi ce qu'on appelle des cotisations spéciales ou de participation dans les établissements. Tout ça, au bout, ça fait un peu un coût pour le parent d'élève. C'est comme je dis, la réglementation prévoit ce que c'est que la gratuité et ce que l'État offre dans le cadre de cette gratuité. C'est ce que je viens de dire. Mais il est évident qu'il ne faut pas laisser croire aux gens que gratuité, ça veut dire qu'il n'y a rien à payer. Donc il y a quelque chose à payer. Il y a quelqu'un qui paye. Hein? Il y a quelqu'un qui paye. Et quand je dis que quelqu'un paye, par exemple, les cotisations APE, c'est eux qui les fixent. Et parfois, face aussi à certaines difficultés, ça je dois le reconnaître, quand nous arrivons, par exemple, quand nos budgets n'arrivent pas rapidement à temps, les parents se sentent dans l'obligation de régler un problème qui est urgent, par exemple une absence de lumière ou des tables bancs qui ne sont pas en état. Bon, spontanément, en attendant que l'intervention de l'État puisse se faire, les parents, effectivement, décident d'intervenir et ça occasionne parfois des cotisations spécifiques ou bien pour des sorties pédagogiques dont le financement ne fait pas partie de ce qui est prévu dans la gratuité par la loi. Bon, les parents sont sollicités effectivement pour mettre plus les acteurs à l'aise. Monsieur le ministre, une autre question que nous avons recueillie sur le terrain, suivez plutôt. Je voulais poser au ministre quelle est la condition aujourd'hui qu'il faut utiliser pour restructurer l'éducation, revaloriser le secteur de l'éducation et à travers cela revaloriser l'enseignant. Alors, monsieur le ministre. Alors, le système de l'éducation, c'est un tout. Hein, et il appartient à l'ensemble des acteurs de regarder où on en est, de regarder quels sont les défis majeurs auxquels nous devons faire face, que nous devons relever, et de décider de comment nous réorientons notre système. Ça me donne l'occasion de dire que pour cette année 2016, nous avons pensé effectivement organiser une réflexion avec l'ensemble des acteurs pour voir comment est-ce que nous pourrions réorienter notre système éducatif. Il y a, comme les reportages le montrent, un certain nombre de difficultés qui, malgré le volontarisme de l'État, peinent à produire les résultats que nous attendons. Parce que je voudrais rappeler ici que tout ce dont nous parlons jusque-là ne sont que des processus. Ce que nous attendons, c'est le Burkinabé qui sort de ce système-là et comment ce Burkinabé s'insère économiquement et dans sa société selon le projet de société dont nous avons convenu. Pour ce qui est de la est-ce que ça ne pose pas la question même de la formation des enseignants aujourd'hui également? Parce que également ce qu'on remarque, c'est la multiplication de ces écoles privées de formation des enseignants du primaire, avec souvent des enseignants qui sortent et dont peut-être le niveau même laisse à désirer. Et donc on imagine un peu ce que ça peut produire comme résultat sur un élève dans une classe, monsieur le ministre. Je crois qu'on veut parfois jeter trop rapidement l'anathème ou en tout cas orienter la faiblesse du système vers l'enseignant. Moi, je pense plutôt que aujourd'hui, notre société a beaucoup évolué. La société, le monde s'est globalisé, les technologies ont beaucoup changé, nos modes de vie, nos modes de fonctionnement. Nous devons nous y adapter tous. Il y a 15-20 ans, bon, si vous vouliez appeler quelqu'un, il fallait trouver un coin où il y a le téléphone, etc. Aujourd'hui, même des enfants de 12, 14 ans, 15 ans ont leur propre téléphone et peuvent joindre leurs parents à tout moment.
et les parents peuvent aussi les joindre à tout moment. Ces enfants, pour certains, ont accès à Internet et peuvent s'informer d'une certaine façon. Tout cet environnement nouveau-là, nous devons tous nous y adapter. Et c'est peut-être ça qui est le vrai défi de notre système éducatif. L'enseignant d'aujourd'hui, bien sûr, les plus jeunes connaissent bien ce contexte, le maîtrisent, mais il nous faut voir la pratique d'enseignement, comment elle s'adapte à ces évolutions-là. Aujourd'hui, est-ce qu'en classe, vous pouvez toujours faire le même style d'enseignement qu'il y a 10-15 ans, là où l'enfant, en venant, a peut-être déjà surfé sur toutes les actualités qu'il y a et vient s'asseoir en classe déjà connaissant ces éléments-là et n'attend pas du maître qu'il lui donne ce type d'information. Il attendra peut-être du maître qu'il y ait une vraie analyse ou autre chose. Donc, je pense que les enseignants, pour ce que j'en sais, sont bien formés. Et il y a peut-être 2 ou 3 autres niveaux. C'est l'engagement des gens au travail. Ça peut être pour moi une cause. Et puis, également, un déficit trop important de moyens peut également réduire l'action de l'enseignant. Mais il était question d'un recrutement niveau bac. L'idée semble aujourd'hui être abandonnée ou alors, je ne sais pas. Non, l'idée n'est pas abandonnée. Vous savez, les recrutements, on peut les faire à différents niveaux. Comme je viens de dire, le recrutement de niveau bac suppose que on est absolument convaincu que le niveau de recrutement tel que nous le faisons aujourd'hui est complètement caduc. Je n'ai pas l'impression que ce soit ce diagnostic que nous ayons fait. Le recrutement niveau bac suppose aussi une simulation de ce que ça a comme incidence, pas seulement sur le système, mais sur globalement en termes d'argent, parce que c'est pas de ça que vous avez peur. Non, ce n'est pas une question de peur. S'il est prouvé que le niveau que nous avons n'est pas du tout adéquat, quel que soit ce que ça coûtera, nous allons devoir y aller. Et il n'y a pas un État responsable ne peut pas faire l'économie de ce genre de choses. Mais ce que je dis, c'est qu'un État qui est responsable également ne doit pas se précipiter dans une mesure dont il ne mesure pas tous les contours. Vous le savez, le Premier ministre n'a de cesse d'insister là-dessus que le coût de fonctionnement de notre administration grève aujourd'hui de près de 50% de nos ressources propres. Ça veut dire que cela nous laisse très peu de marge de manœuvre pour faire des investissements. Et ça veut dire que dans un secteur comme l'éducation, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale gère un peu plus de la moitié des fonctionnaires de l'État burkinabé. Donc, si vous changez là-bas à un certain niveau, le maillon qui est le plus nombreux, c'est le maillon qui se trouve au primaire et au post-primaire. Et si vous changez les critères de recrutement là-bas, de sorte à modifier de façon conséquente la masse salariale, il faut savoir qu'il y aura une répercussion automatique sur le budget global. Et est-ce que cette répercussion est soutenable pour notre pays? C'est ça la question de fond. Monsieur le ministre, c'est vrai que pour un enseignement de qualité, il faut un personnel enseignant de qualité également. Alors, très souvent également, l'enseignant est le premier modèle pour l'élève. Est-ce qu'il n'y a pas lieu pour un enseignement de qualité faire une étude ou une enquête de moralité avant le recrutement des enseignants? Parce que très souvent également, le problème se trouve à ce niveau-là, comme on le fait dans d'autres corps de métier où on fait une enquête de moralité avant de recruter. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'aller sur ce terrain-là? Bon, c'est une idée qui est intéressante. Il me semble qu'il faille voir la faisabilité au regard des effectifs dont nous parlons. Aujourd'hui, nous avons au total, si on parle du secondaire, nous avons un nombre d'enseignants autour de 38 000 personnes. Si on parle du primaire, on parle de 69 000 personnes. Donc, comment conduire des enquêtes de moralité avec des effectifs comme ça, c'est un défi qui est important. Mais je voudrais dire que lorsque l'engagement n'est pas réellement là sur le terrain, au moment du suivi, de l'encadrement qui est réalisé par du personnel qui est dédié à cela,
normalement, on devrait déceler ces difficultés-là et permettre aussi de prendre des mesures pour ceux qui ne sont pas intéressés ou qui ne font pas leur boulot, que les mesures disciplinaires ou ce que prévoient les textes puissent s'appliquer. Donc c'est une autre façon de gérer la difficulté que vous évoquez par rapport donc à cette situation. Et là, Monsieur le ministre, les encadreurs pédagogiques peuvent certainement jouer un très grand rôle. À ce sujet, nous vous proposons de suivre une autre question que nous avons recueillie sur le terrain. D'accord. Pourquoi le ministre fuit, entre guillemets, nous, responsables, ceux qui sont à l'image du corps enseignant, pourquoi il les fuit, pourquoi il ne les assoit pas pour essayer un temps soit peu de juguler, de répondre à leurs préoccupations. Voilà, Monsieur le ministre, les encadreurs pédagogiques sont en grève depuis pratiquement la rentrée. Alors, pourquoi vous fuyez les encadreurs pédagogiques? Non, je ne les fuis pas. Je crois que s'ils sont honnêtes, ils vous diront que nous nous sommes rencontrés il n'y a pas longtemps, je crois que c'était le 16, lorsqu'ils ont déposé leur plateforme minimale en 6 points que nous avons examinés et sur lesquels, pour ce qui me concerne, j'étais en phase avec eux sur au moins 5 points. Et c'est sur le 6e point que nous n'avions pas du tout la même vision concernant les conférences pédagogiques. Parce que lorsque nous sommes arrivés aux affaires en janvier, il n'y avait pas de budget pour organiser ces conférences. Donc on a attiré mon attention là-dessus en disant que ce sont des activités extrêmement importantes pour la qualité de l'éducation. Et nous nous sommes battus au niveau des différentes lois de finances rectificatives que le gouvernement a fait voter cette année pour obtenir une certaine dotation. Malheureusement, contexte oblige, contexte de ressources limitées oblige, nous n'avons pas pu obtenir le montant nécessaire pour organiser toutes les conférences. J'avais d'ailleurs réuni l'ensemble des syndicats et la question avait été posée, qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous avons? Et il m'avait semblé en tout cas que l'ensemble de ces syndicats adhéraient à l'idée de faire ces conférences-là pour les enseignants qui sont en classe, parce que c'est eux qui ont la proximité avec les élèves, et parce que les autres niveaux, que ce soit les inspecteurs, les personnels d'administration et de gestion, ils sont à un certain niveau et que rater une conférence de façon exceptionnelle une fois ne va pas avoir vraiment d'incidence sur leur parcours. À ma grande surprise, ça n'a pas été du tout la lecture du SNEP qui m'a clairement fait savoir qu'à défaut de pouvoir organiser pour tout le monde, il ne fallait rien faire. Bon, nous avions 2 préoccupations. D'abord, de nous être battus pour avoir ces moyens et qu'après qu'on nous dise, bon, il faut laisser tomber. Et deuxièmement, nous étions à ce moment-là en plein arbitrage budgétaire avec le ministère des Finances. Et vous savez comment ça fonctionne, les dotations budgétaires. Ce que vous avez déjà eu, si vous dites que vous n'en avez pas besoin, alors que moi j'avais, dans mon projet de budget 2017, augmenté considérablement cette enveloppe pour que justement, parce que je crois que la formation continue des acteurs est extrêmement importante, j'ai demandé une augmentation considérable. J'ai estimé que je ne pouvais pas aller défendre cette augmentation si dans le même temps, je rendais au ministère des Finances ce que j'avais déjà bataillé pour obtenir. Donc voilà l'incompréhension qui a amené la grève. D'ailleurs, de toute façon, nous nous rencontrons jeudi. Mais je voudrais vraiment inviter les encadreurs à regarder l'intérêt supérieur de l'éducation. Ce n'est pas leur non-participation aux activités impacte directement les élèves et les parents d'élèves. Ils devraient en prendre conscience à partir du moment où nous sommes en discussion et se mettre au travail. Ma porte n'a jamais été fermée et c'est moi qui ai pris l'initiative de les inviter pour jeudi, pour regarder et demander, bon, qu'est-ce qu'ils attendent de l'autorité pour arrêter cette non-participation qui nuit de façon assez grave aux activités de l'école.
Alors, Monsieur le ministre, c'est vrai, parlant de vos rapports avec les partenaires sociaux, il n'y a pas très longtemps, il y a une polémique qui s'est enflée autour d'un soutien financier qui a été apporté à certains responsables de syndicats d'éducation. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette somme-là et à quoi répondait cette dotation-là? Non, vous savez, je crois j'ai déjà évoqué ça plusieurs fois. Je considère que les partenaires sociaux, comme je l'ai dit et je n'arrête pas de le répéter, sont des partenaires stratégiques de l'éducation. Ils sont stratégiques pourquoi? Parce que parfois l'administration peut être défaillante dans certaines situations et parce que eux, ils ont peut-être plus de distance pour regarder comment nous travaillons, ils attirent notre attention sur ces défaillances-là. Et donc, j'ai souhaité mettre à leur disposition des moyens pour qu'ils puissent aussi travailler justement à jouer ce rôle-là. Vous savez, de toute façon, même en dehors de ça, ils organisent des formations pour leurs membres, pour mieux comprendre les textes que nous prenons, comment les appliquer adéquatement, afin de rendre le meilleur service là où ils sont en poste. Donc je considère qu'il n'y a vraiment pas lieu de polémiquer là-dessus. Nous avons une ligne budgétaire très clairement inscrite dans notre budget qui nous permet de financer ces soutiens aux partenaires sociaux, à d'autres associations qui œuvrent à soutenir l'action de l'éducation. Et j'ai demandé à mon DCPM à l'époque de mettre ces informations à la disposition de la presse pour qu'il n'y ait pas du tout l'ombre d'une ambiguïté là-dessus. Monsieur le ministre, on l'a compris, c'était nullement donc pour adoucir les positions des uns et des autres, monsieur le ministre. Nous allons poursuivre dans cette émission avec la deuxième rubrique. Tout aussi important que le préscolaire et le primaire, le post-primaire et le secondaire. Là aussi, les défis à relever sont immenses. Il suffit de faire un petit tour sur le terrain auprès des acteurs pour mesurer l'ampleur. Suivez plutôt ce reportage. L'enseignement post-primaire prolonge l'enseignement primaire en vue d'atteindre les finalités attendues de l'éducation de base. L'enseignement secondaire, qui se définit comme le niveau du système éducatif formel, situé entre l'éducation de base 3 à 16 ans et l'enseignement supérieur 18 ans et plus, constitue un niveau préparant les élèves qui le souhaitent et le peuvent à la poursuite de leurs études dans l'enseignement supérieur ou dans une formation professionnelle spécialisée. Bien que de gros efforts aient été consentis jusque-là pour améliorer les indicateurs de base en matière d'éducation, le Burkina Faso fait partie des pays qui enregistrent toujours les plus forts déficits dans le domaine. La difficulté à scolariser les jeunes en âge de lettres expose ces derniers au danger d'évoluer dans la vie active sans un niveau d'éducation adéquat. Au titre des défis à relever, figure également la question de l'efficacité interne du système éducatif, c'est-à-dire la capacité du système éducatif à conduire les élèves et les divers apprenants qui y entrent à terminer leur cursus avec succès dans la limite de la période prescrite. À titre illustratif, le taux d'achèvement du post-primaire est estimé à moins de 20% et celui du secondaire à moins de 15%. Les nouvelles autorités l'ont certainement compris et au cours de ce quinquennat, des actions concrètes seront entreprises en vue d'étendre la gratuité de l'éducation de base au post-primaire pour les enfants âgés de 12 à 16 ans, d'orienter majoritairement les adolescents et les jeunes de 14 ans et plus vers la formation professionnelle, d'accroître les effectifs de l'éducation formelle, technique et professionnelle jusqu'à 16% de l'effectif scolarisable, d'introduire et de systématiser l'orientation des apprenants vers l'éducation formelle, technique et professionnelle, post-primaire pour la formation aux métiers porteurs, de construire des lycées scientifiques dans les 13 régions et de mettre en place et rendre fonctionnelles des cantines scolaires dans les collèges d'enseignement général et les lycées.
Voilà, Monsieur le ministre, pour cette vue d'ensemble un peu du programme, en tout cas de votre gouvernement, pour ce qui concerne donc cette question du poste primaire et du secondaire. Et tout de suite, la première question sur le terrain. Au niveau du CM2, quand tu gagnes l'entrée, bon, l'État aide les parents à payer la scolarité. Mais dans ces 2 temps-là, l'État n'aide plus les parents à payer la scolarité. Je voudrais savoir pourquoi. Monsieur le ministre, l'État qui ne tient pas ses engagements, alors qu'avec les écoles conventionnées, il y a donc un certain nombre d'élèves qui sont affectés. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation? Non, en fait, le garçon a raison, parce qu'effectivement, les besoins dépassent les capacités de l'État. Lorsque nous faisons les orientations, que ce soit pour l'entrée en 6e ou pour l'entrée en seconde, nous avons un certain nombre d'enfants qui ne peuvent pas tous rentrer dans le dispositif public, au risque d'avoir des classes dont la pléthore dépasserait l'entendement. C'est d'ailleurs pour ça que l'État a décidé de passer par conventionnement des accords avec certains établissements privés dont la qualité est reconnue, parce que nous regardons qu'est-ce qu'ils proposent, il y a un cahier des charges à ce niveau, et nous leur demandons de nous accorder des places que nous payons bien sûr. Je crois que c'est 50 000 pour le commun des établissements et 60 000 particulièrement pour un groupe qui avait négocié ça, parce que ce groupe met en place des conditions spécifiques également. Donc, il faut dire que malgré tout cela, mais il nous manque de la place pour accueillir adéquatement. Mais il y a beaucoup de retard dans le paiement de ces obligations, de ces engagements financiers de l'État, Monsieur le ministre. Il y a eu des retards cette année. Il y avait des dettes aussi que nous sommes venus trouver. Donc, j'ai reçu les responsables de l'UNEPEL, l'Union nationale des promoteurs privés d'établissements laïques, et nous avons discuté pour voir qu'est-ce que nous pouvions faire cette année pour résorber les dettes que nous sommes venus trouver. Nous avons pu régler l'ensemble des dettes que nous sommes venus trouver. Et pour cette année, pour l'année scolaire 2015-2016, nous leur devions encore un certain nombre de frais. Mais à la date d'aujourd'hui, ces frais ont été réglés dans les régies des directions régionales et donc sont disponibles à l'attention des différents établissements. Ce que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que l'année dernière, au regard de l'insuffisance importante de places, le gouvernement a pris sur lui de placer même des élèves dans des établissements qui n'étaient pas encore conventionnés, en allant juste regarder les capacités qu'ils présentaient et avant d'y inscrire des enfants. C'est pour dire que nous avons le souci de cette préoccupation et nous faisons au mieux avec les ressources que nous avons. Parfois, ça endette l'État, comme ça a été le cas, parce que ce n'était pas budgétisé. Mais nous avons discuté avec les promoteurs. C'est eux qui ont supporté la charge, mais ça nous a permis au moins de ne pas laisser ces enfants sur le carreau. Monsieur le ministre, on va plutôt passer à une deuxième question recueillie sur le terrain, cette fois sur un sujet, disons, brûlant, qui concerne donc la fusion entre les ministères. Alors, Simon plutôt. Avec cette fusion des différents ordres d'enseignement, il est clair qu'actuellement, il y a des difficultés. Quelle stratégie nos autorités vont-elles mettre en place pour permettre une rentrée et une année scolaire apaisée? Y a-t-il pas nécessité de réécrire l'organigramme du ministère? Monsieur le ministre, alors cette fusion qui pose problème aujourd'hui entre, en tout cas, des agents qui étaient au primaire et des agents qui étaient donc au secondaire, et le mariage a du mal jusqu'à présent à prendre, Monsieur le ministre. Je dirais qu'il est normal, il ne faut pas qu'on ait peur de le dire, qu'il est normal qu'il y ait des difficultés. Parce que c'est des ordres d'enseignement qui n'avaient plus été réunis depuis près de 30 ans. Si j'ai bonne mémoire, c'est depuis 1988 qu'on a commencé
à avoir un ministère de l'Éducation nationale qui ne s'occupe que du préscolaire et du primaire, et un autre ministère qui s'occupe de l'enseignement secondaire, comprenant ce qu'on appelait à l'époque le premier degré, le second degré, ensuite l'enseignement secondaire supérieur et la recherche. Donc, ça a duré comme ça jusqu'à l'arrivée de ce pouvoir-là. Et le président du FASO, en remettant ces ordres d'enseignement ensemble, a voulu en avoir une lecture holistique. Parce que c'est le segment, vous ne l'ignorez pas, qui forme la majorité des compétences dont on a besoin dans une économie. Dans toute économie, les emplois les plus nombreux sont les emplois qui ciblent les compétences de base et intermédiaires. Dans notre système, c'est ce segment-là qui les forme. Et c'est cette vision-là qui a amené le président du FASO à créer un ministère dans cette envergure-là. Bon. Maintenant, sur sa deuxième question par rapport à l'organigramme, quand il est sorti, effectivement, j'ai eu quelques retours disant que sa gestion posait des problèmes, etc. Ce que j'ai toujours dit, c'est qu'un organigramme, ce n'est qu'un outil. Si à la pratique, nous nous rendons compte que l'outil n'est pas adapté, il n'y a aucun problème à le réviser. Et j'ai déjà j'ai dit à tous ceux qui avaient des observations à faire de les envoyer, et j'ai mis sur place un comité qui, cette fois-ci, va regrouper des représentants de façon formelle des différentes structures qui ont des critiques ou des observations à faire sur l'organigramme actuel. Je voudrais quand même rappeler que l'organigramme actuel n'est pas tombé du ciel, c'est quand même un comité qui a travaillé, qui regroupait déjà l'ensemble des sensibilités du ministère, que ce soit des inspecteurs, que ce soit des enseignants, que ce soit d'autres profils. Et donc, bon, si le résultat qui est sorti semble poser problème sur le terrain, comme je l'ai dit, ce n'est qu'un outil et le gouvernement est ouvert à ce qu'il soit révisé. Parce que visiblement, ça pose problème sur le terrain. Nous avons vu il n'y a pas longtemps ce qui s'est passé dans la boucle du Mohun, où le directeur provincial a dû, de lui-même ou en tout cas d'une autre pression, d'une autre forme de pression, démissionner. Est-ce que tout cela, ça ne fait pas partie des problèmes donc, de cette fusion, du continuum, tout cela mis ensemble? Non, ce qui s'est passé au Sourou, j'allais dire, n'a rien à voir avec l'organigramme. Ce qui s'est passé au Sourou, pour moi, c'est une lecture de la question de hiérarchie qui est totalement, à mon sens, pas du tout juste. Un poste de dépendant, c'est une fonction. Et comme on le sait, partout, la fonction prime sur le grade. Aujourd'hui, il n'y a aucun texte au ministère qui dispose que pour être directeur provincial ou être directeur régional, il faut avoir tel profil, avoir tant d'années d'ancienneté ou avoir, etc. Donc, je pense que on a manqué là un peu de responsabilité. D'avoir comme ça une contestation envers un jeune homme qui n'a rien demandé à personne, sinon juste d'être nommé par l'autorité. Je pense qu'il aurait été plus juste pour lui que ceux qui se contestent sa nomination se soient adressés à l'autorité. J'en profite pour vraiment dire mes regrets et toutes mes excuses à la communauté éducative du Sourou, aux communautés, aux autorités locales, administratives, coutumières, religieuses, qui n'ont ménagé aucun effort pour essayer de préserver l'intérêt supérieur et la cohésion sociale. D'ailleurs, je voudrais profiter également, saluer la hauteur de vue de ce jeune homme-là, qui, durant toute cette mini-crise, a fait preuve de responsabilité et même plutôt d'expérience qu'on lui dénie, et également preuve de l'intérêt supérieur de l'éducation et de la cohésion sociale.
Parce que pour rester sur cette question, est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être un manque de préparation des esprits, disons, à cette fusion? Et aujourd'hui, est-ce que cette situation d'incompréhension, de refus des uns, d'obéir aux ordres des autres, est-ce que ça ne risque pas de faire dérailler la machine, monsieur le ministre? Bon, comme je l'ai dit, moi j'ai engagé un comité auquel j'ai demandé à ce que les syndicats désignent leurs représentants, tous les autres corps, que ce soit des inspecteurs ou des PAG ou des enseignants, que chacun désigne son représentant. Ils auront une vingtaine de jours, peut-être plus, si c'est nécessaire, pour nous proposer un organigramme qui, selon leur vision, selon la vision de ce comité, sera plus applicable. Et nous y irons. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'un instrument. Et nous n'allons pas bloquer le système et mettre en danger la finalité à cause d'un instrument. Ce n'est pas mon intention et ça ne l'a jamais été. Alors, monsieur